mycoplasme, parce qu'on en voit pas mal en ce moment, parce qu'on est en recrudescence cet hiver. Nous, on a eu pas mal d'alertes de nos sociétés savantes. En gros, on a plus de 70% de pneumopathie à mycoplasme documentée sur 2023. Très probablement, c'est parce que c'est un cycle épidémique. En gros, toutes les 4-5 ans, il y a une épidémie de mycoplasme. Et elle est probablement encore plus importante parce qu'on a levé toutes les barrières d'hygiène post-Covid-19 à peu près dans le monde entier. Donc en gros, grosse épidémie mondiale de mycoplasme. D'où ce que nous on voit de plus en plus là, notamment aux urgences. Le mycoplasme, c'est une bactérie qui est intracellulaire, donc c'est pour ça que les bêta-lactamies, ça marche pas dessus. C'est une transmission via les gouttelettes, c'est assez contagieux. Donc, c'est le deuxième agent étiologique après le pneumocoque des pneumopathies bactériennes, plutôt chez les jeunes, surtout chez les enfants. C'est une incubation qui peut être longue, hein, qui peut être jusqu'à 4 semaines. Donc, des fois, on a des comptages. Il ne faut pas essayer de leur demander s'il y a des comptages dans le mois avec des enfants et des jeunes adultes malades. La bonne nouvelle, c'est que dans l'immense majorité des cas, c'est une guérison qui est plutôt spontanée, sans forcément avoir recours aux antibiotiques. C'est une maladie, par contre, qui n'est pas immunisante, ce qui vous permet un peu de faire la part des choses lorsque vous voyez le patient aux urgences. C'est des patients, comme je vous l'ai dit, hein, qui vont dire que c'est plutôt une mycopathie un peu traînante, les symptômes croissent un peu de jour en jour, c'est pas très spécifique, ils ont un peu de fièvre, ils ont un peu de toux, ils ont un peu mal à la tête, un peu mal au bras. C'est des patients qui vont souvent avoir, nous, ce qu'on voit, des douleurs abdos, un peu de diarrhée. Et des patients qui vont bien, qui sont en état général, généralement, dans l'immense majorité des cas, qui est assez conservé. Votre diagnostic, il se fait soit sur une PCR, sur le prélèvement respiratoire. Donc, nous, on peut le faire que sur une multiplex. La multiplex, c'est-à-dire que c'est une PCR qui va vous détecter à peu près tous les pathogènes respiratoires possibles. Donc, on ne peut pas le faire comme ça en routine chez tous vos patients en urgence. Donc, c'est pour ça que c'est toujours les bactéries demandent que nous, on soit d'accord pour le faire, en fait, qu'il y a un intérêt clinique. On peut aussi le faire en sérologie avec l'apparition d'IgM. Ça, c'est plutôt pour un diagnostic rétrospectif, parce qu'évidemment, tant qu'on a la sérologie, votre patient est sorti. En tout cas, en cas de forte suspicion ou en cas de diagnostic sur PCR, le traitement, donc, c'est des macrolides, de la claritro ou de l'azithromycine. Nous, on préconise plutôt l'azithromycine qui est un peu moins en rupture de stock que la claritro, avec un traitement court de 5 jours, une dose de charge de 500, puis 250 pendant les 4 autres derniers jours. Je ne vous l'ai pas mis, mais en cas d'allergie aux macrolides qui est rarissime, c'est plutôt de la doxycycline. Et ça, il faut nous appeler en gros pour qu'on fasse le point avec le patient. Moi, je voulais vous faire un petit focus sur ce pathogène que vous avez vu pas mal, je pense, aux urgences et que vous allez continuer à avoir, je pense, jusqu'à mars-avril, jusqu'à ce que l'épidémie se disparaisse d'elle-même. Dis donc, ça a bien changé, ouais. excuse-moi, parce qu'avant, on disait que c'était des pneumopathies qu'il fallait plutôt traiter par antibiotiques plus longtemps que le pneumocoque. C'était plutôt 10 jours d'antibiotiques. Là, on est sur 5 jours des nouveaux macrolides, là. On est sur 5 jours des nouveaux macrolides. Ça vient sur un peu c'est calqué un peu ce que font les Américains, qui traitent de manière plus courte, en tout cas sur les bactéries comme ça intracellulaires, qui font 5 à 7 jours grand maximum. Mais si j'avais utilisé la rofamicine, la Péros, tu mettrais des durées de 5 jours aussi? Ouais, c'est 5 jours. Je ne vous l'ai pas mis parce que c'est pas l'antibiotique de choix en Péros, mais oui, c'est 5 jours. D'accord, ok. Donc effectivement, c'est contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que les intracellulaires, on a tendance un peu à les traiter un peu plus longtemps. Bah, c'est ce que j'avais appris, moi. Effectivement, j'avais retenu que le mycoplasme, on le traitait un peu plus longtemps, mais donc c'est bien, c'est que 5 jours. C'est 5 jours, ouais. Ok. Je vous fais juste un petit focus sur les allergies aux pénicillines, parce qu'on nous appelle assez souvent. En gros, vous allez avoir 10% de vos patients qui vont se déclarer allergiques à la pénicilline. Et parmi ces 10%, en fait, il n'y a que 10% qui le sont réellement. Donc, ça fait moins d'1% de vos patients qui vont se déclarer allergiques, qui vont être réellement allergiques à la pénicilline. Vous voyez, les anaphylaxies graves, donc celles pour lesquelles on va contre-indiquer la bêta-lactamine, c'est rare, hein, 0,02%, donc c'est vraiment pas beaucoup de vos patients. Vous allez croiser. Les allergies croisées entre la pénicilline, donc l'amoxicilline et les céphalosporines, c'est moins de 5%. Donc un patient qui se dit allergique à l'anox, qui vous raconte vaguement qu'il a eu un petit urticaire,
ça ne contre-indique pas l'introduction de céfotaxime ou de ceftriaxone. Donc, il faut leur expliquer que la balance bénéfice-risque de ne pas être traité pour une pneumopathie par une bêta-lactamine est quand même en défaveur d'une alternative où on n'a rien de très efficace. Alors, Maoli, ça c'est la réponse à la question de ce que tu m'as posé l'autre jour. Là, j'avais mis un malade sous céphalosporine qui est déjà allergique à la pénie et qui, la famille lui a quasiment sauté au cou. C'est déjà rare que les gens qui se disent allergiques à la pénie le soient réellement, mais en plus, c'est du rare de rare, hein, 5% Oui, de taux de c'est vraiment pourcent, ça fait vraiment... On contre-indique la céphalosporine si vraiment le patient décrit un choc anaphylactique ou un œdème de Queen vraiment immédiat à la mort. On va temporiser, essayer de le réinterroger. Mais l'urticaire généralisé, notamment, ça ne contre-indique pas du tout la céphalosporine. Et pour vous aider, depuis l'été dernier, il y a un score qui a été validé par 2 belles publications dans le JAMA. Ça s'appelle le score PENFAST. C'est un score qui va permettre, en fonction de ce que le patient raconte, de ses réactions, de voir si vous pouvez réintroduire une bêta-lactamine, en tout cas une pénicilline, sans avoir recours avant à des tests allergologiques, notamment les prick tests. Donc en gros, le patient qui vous dit j'ai fait un urticaire quand j'étais petit, j'avais 5-6 ans, on m'a dit que c'était la mox, je crois pas que j'ai pris de traitement, je pense pas que j'ai été hospitalisée. Et puis depuis, ça n'a rien passé. C'est des patients pour lesquels la littérature vous dit que vous pouvez remettre de l'amoxicilline, même si lui n'est pas d'accord. Il faut lui expliquer que la littérature et la science nous dit plutôt le contraire. Donc pour ça, c'est un score qui est disponible sur Internet. Vous voyez, il y a 4 questions. Est-ce que votre patient a fait une réaction dans les 5 ans? Est-ce que sa réaction, c'était vraiment un choc anaphylactique ou alors un œdème de Quincke? Et surtout, est-ce qu'il a fallu un traitement spécifique pour cette réaction? Si votre patient il a eu une réaction il y a 2 ans avec un œdème de Quincke qui a nécessité une corticothérapie, là, le risque est trop important pour que vous réintroduisiez une pénicilline sans avoir une constellation allergique. Et dans ces cas-là, on proposerait une alternative. Si par contre, il vous dit qu'il a fait un peu d'urticaire il y a 5 ans, qu'il ne pense pas vraiment qu'il a eu un traitement, il ne s'en souvient plus, ça vous fait un score qui est entre 1 et 2. Et dans ces cas-là, le risque qu'il refasse une réaction à la pénicilline est de moins de 5%. Et donc, ça vous autorise à réintroduire une pénicilline sans avis allergologique. C'est important, c'est ce qu'on utilise notamment en consultation d'anesthésie. Quand le patient se dit allergique à la pénie pour savoir quelle antibioprophylaxie. S'il a un score PENFAST qui a moins de 3, pardon, on ne contre-indique pas la bêta-lactamine et on lui propose une céphalosporine, une pénicilline en antibioprophylaxie. Vous pouvez vous aider de ça aux urgences pour faire le tri entre vraies allergies et entre guillemets fausses allergies. Et ça encore, c'est disponible sur Internet, donc vous remplissez les 3 questions et vous avez votre score. Pour la durée du traitement, alors vous savez qu'on a tendance, nous les infectiologues, à raccourcir de plus en plus notre durée de traitement. Donc ça va être surtout en fonction de l'évolution clinique. Si votre patient a J3, il va mieux. Ça veut dire qu'il a moins besoin d'oxygène, que les paramètres inflammatoires sont à la baisse. On peut proposer 5 jours d'antibiothérapie. Et ça, c'est validé par les recommandations, notamment américaines. Si par contre, à J3, ça stagne, à ce moment-là, on rallongera et on fera 7 jours comme une pneumopathie classique. Pour les patients graves, c'est 7 jours, on ne se pose pas la question. Pour les légionelloses non graves, qui est traitée par macrolide, donc par azithromycine même plus précisément, on fera 5 jours de traitement, un traitement court si le patient va bien. Pour toute autre molécule, on fera 14 jours. Donc pour le mycoplasme, comme je vous disais, on fait 5 jours. Donc ça, c'est actuellement. Très probablement, et sur la foi de ce travail qui a été fait notamment par plusieurs équipes françaises, pour les patients qui évoluent bien à J3, on pourra faire même que 3 jours de traitement. En tout cas, dans cet essai randomisé en double aveugle, il n'y avait pas de surmortalité, ni de récurrence plus importante, ni de complications. Possiblement que d'ici 1 ou 2 ans, on vous proposerait même de faire que 3 jours
d'antibiothérapie pour une pneumopathie. Donc, est-ce que vous avez des questions sur les pneumopathies bactériennes? Des choses qui n'étaient pas claires, des choses sur lesquelles vous voulez qu'on revienne? Et ensuite, on passe sur les pneumopathies virales. Alors, moi, j'ai une question. Oui. Il a traîné quelques publications il y a quelque temps sur toutes nos pneumopathies n'ont pas l'imagerie au moment où on les voit. Donc, bon, faut-il faire un scanner? Mais surtout, est-ce que les marqueurs comme la PCT pourraient permettre de distinguer les patients parce que notre grand diagnostic différentiel, c'est la bronchite et l'exacerbation de BPCO. Si on n'a pas de scanner, tu l'as dit, il y a parfois un retard radiologique. Donc, et après, même si on a le scanner, des fois, c'est pas évident. Hein? Même si on a un scanner, des fois, c'est pas forcément Et parfois, même sur un non scanner, plus, il y a des petites impactions. On se dit, est-ce que tu as une expérience de ça sur ces malades qui ont un tableau de tout, d'expectoration, de fièvre, de l'usage de la PCT? Alors, on a eu beaucoup d'espoir sur la PCT à un moment donné. Et malheureusement, on a été un petit peu déçus. Je crois que j'en parle d'ailleurs dans le diagnostic pour les pneumopathies virales. Malheureusement, on n'a pas de seuil très précis qui nous permette de différencier pneumopathie virale et pneumopathie bactérienne. Il y a plein de discordances, on a plein d'études qui n'ont pas montré vraiment que la PCT permettait de discriminer de manière très efficiente. Donc, c'est vraiment comme on dit, on en revient toujours là, mais c'est la clinique qui prime. Il y a quand même, je peux vous montrer dès maintenant la diapo, le cutoff qui semble être raisonnable, c'est quand la PCT est vraiment négative. Alors, je ne sais plus quels sont les seuils, les unités ici, je n'ai pas vérifié, mais à moins de 0,1, raisonnablement, on peut dire que c'est viral. À plus de 0,25, raisonnablement, on peut se dire que c'est bactérien. Entre, c'est un peu la zone grise. Donc, nous, je pense que c'est 10 et 25, à mon avis, les seuils. Mais rien ne remplace la clinique. En gros, la PCT, c'est un peu une déception sur les pneumopathies, y compris sur les bronchites. Donc, non. Très bien. Bon, donc, ne la faisons pas parce qu'on fait déjà beaucoup de CRP, tout ça, et d'antigènes et de PCR, beaucoup plus qu'avant. Et on ne va pas rajouter un marqueur si il n'est pas fiable. On ne savait pas comment faire. Donc, ça me permet de faire une belle transition sur ce qui est le plus dur, je pense, aux urgences, en fait. Parce que nous aussi, on a du mal. C'est comment est-ce qu'on peut différencier une pneumopathie bactérienne et une pneumopathie virale. Là aussi, il faut essayer de s'attacher le plus possible à interroger votre patient quand c'est possible. Donc, c'est de rechercher un syndrome grippal, éventuellement un contact familial, et évidemment, l'épidémiologie actuelle vous permet de savoir quand on est en pleine épidémie de grippe, forcément, il y a plus de grippe, vous allez avoir plus de grippe que de pneumopathie bactérienne. Ce qui peut vous donner un peu la puce à l'oreille, et encore, des fois, même nous, on a des surprises, c'est qu'il n'y a pas de foyer vrai à l'auscultation, et encore, on a des authentiques pneumopathies virales avec un foyer crépitant. Évidemment, les PCR virales sur un prélèvement nasopharyngé, c'est ce qui nous permet de faire le diagnostic, en tout cas microbiologique. Et donc, on en parlait, la PCT, ça ne nous aide pas trop en vrai. Ça peut être un argument en plus quand on est vraiment coincé, mais je pense que c'est pas à faire systématiquement aux urgences, que ça coûte cher, qu'il y a plein de faux positifs, de faux négatifs. Donc, moi, je ne vous conseillerais pas trop, en tout cas, en première intention. On a aussi que classiquement, il n'y a pas de foyer radiologique et ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Là, par exemple, c'est une patiente qui est malheureusement encore hospitalisée en réanimation. Donc, c'est une grippe grave. Donc, vous voyez, ça peut faire des opacités un peu floconneuses comme ça, bilatérales. Si elle avait, je pense, 80 ans et cardiopathe, on se dirait presque que c'est un OAP. Ce qui permet de faire une petite digression, mais il faut absolument que vous vaccinez vos femmes enceintes contre la grippe. Il faut essayer de les convaincre. Parce que là, typiquement, cette patiente a été césarisée en urgence et elle est toujours en DV et elle va peut-être pas s'en sortir. Donc voilà, c'était un petit message pour les internes qui font probablement de la ville à un moment donné. C'est hyper important de sensibiliser vos patients. L'autre imagerie qui peut être un peu trompeuse, c'est les surinfections bactériennes. Donc là encore, c'est plutôt les patients qui vont avoir une pneumopathie virale grave. Là, vous voyez, c'est une patiente qui a une grippe avec une surinfection pneumocoque qui a été documentée sur une antigénurie.
La PFLA n'est pas hyper évidente, c'est peut-être un petit peu comblé. Mais en tout cas, ce que vous voyez, c'est que les pneumopathies virales, ça fait vraiment une espèce de syndrome un peu interstitiel bilatéral. J'en avais vu plein pendant le Covid, avec des scanners qui ressemblent à ça. Donc ça, c'est un scanner Covid, avec vraiment du verre dépoli, en fait, bilatéral, un petit peu de micronodules qu'on voit pas forcément très bien, et c'est plutôt sous-pleural, ce qui nous permet de faire un peu la différence avec l'OAP, qui est plutôt périhilaire. Donc ça, au scanner, des fois, ça nous permet effectivement de faire la différence entre bactérien et viral. Et encore, des fois, on se fait avoir. Donc en gros, c'est super dur. On vous en voudra jamais de mettre une antibiothérapie par excès. Nous, notre rôle, c'est de réévaluer des fois un peu à froid. Une fois que le patient a 24-48 heures d'antibio, c'est toujours plus facile de réfléchir. Donc encore une fois, je pense que ce qui est important, c'est de ne pas passer à côté de la pneumopathie à pneumocoque ou de la pneumopathie bactérienne grave. En tout cas, si vous avez un diagnostic de pneumopathie virale, pour la grippe, c'est le Tamiflu, donc l'oseltamivir, pendant 5 jours. Si vous avez des patients à risque de complications, quel que soit le délai entre le début des symptômes et votre diagnostic. Ça, on a montré que le Tamiflu, même si ça fait une semaine que votre patient il est symptomatique, il y avait une vraie indication et un vrai intérêt sur la survenue de complications. Ce que je vous ai remis ici, c'est que les pneumopathies à grippe, elles peuvent se surinfecter. C'est ce qui fait généralement les tableaux graves. En première intention, c'est plutôt le staphylocoque doré, suivi de près par le pneumocoque et, de manière un peu plus rare, par l'hémophilus. L'autre pneumopathie virale que vous connaissez au moins aussi bien que moi, c'est le SARS-CoV-2. Pour les patients qui n'ont pas besoin d'oxygène et qui sont symptomatiques depuis en gros 72 heures et qui sont à risque de forme grave, donc les patients obèses, les patients cardiopathes, les patients diabétiques et j'en passe, on peut leur proposer du Paxlovid. C'est 5 jours. La seule petite chose, c'est que dedans, il y a du ritonavir, donc c'est un booster, donc c'est une molécule qui va interagir avec beaucoup d'antibiotiques, beaucoup de médicaments, donc faire attention surtout d'interaction avec les anticoagulants, le Plavix, les antiépileptiques. Donc n'hésitez pas à demander à votre pharmacien s'il n'y a pas d'interaction. Et enfin, ça aussi, vous le savez, si le patient a besoin d'oxygène, le Paxlovid, ça ne sert à rien. Ce qui a montré son efficacité, c'est la dexaméthasone pendant 7 à 10 jours. Et éventuellement, je vais les parmi, mais le tocilizumab sur les formes les plus graves. Pour toutes les autres pneumopathies virales, le VRS, le rhinovirus, etc., traitant plutôt symptomatique, il y a quelques antiviraux, notamment pour le VRS chez les patients graves et immunodéprimés, pour les patients de réanimation qui ont montré un intérêt. Mais pour vos patients aux urgences, je pense que clairement, il n'y a pas forcément trop d'indications pour le moment. Est-ce que vous avez des questions sur les pneumopathies virales? C'est beaucoup moins compliqué que les pneumopathies bactériennes. Et j'enchaîne sur notre dernière partie, qui va être beaucoup plus courte, sur les exacerbations de BPCO. Le diagnostic n'est pas forcément très évident, donc c'est des malades évidemment qui sont BPCO généralement connus. Et ce qui va vous permettre de faire le diagnostic, c'est des patients qui vont vous décrire qu'ils sont plus dyspnéiques que d'habitude, qui vont tousser plus que d'habitude et qui vont cracher. C'est un peu le seul moment où on s'intéresse vraiment de manière très précise à l'aspect de leur crachat. Ça veut dire qu'ils crachent plus et surtout que la couleur a un petit peu changé. Parmi tous ces patients qui vont avoir une exacerbation, finalement, il n'y en a qu'un sur 2 pour lequel il y aura une étiologie infectieuse. Le reste, ce sera soit une rupture de traitement, soit un peu de cœur, ou soit juste l'évolution naturelle de sa maladie. Et parmi ces étiologies infectieuses, il y en a 1 sur 2 qui va avoir une authentique pneumopathie bactérienne. C'est là où l'écologie change un petit peu. C'est des patients qui vont avoir plus souvent de l'hémophilus. On retrouve aussi assez volontiers de la Branamella catarrhalis, ça c'est un germe qu'on a un peu tous naturellement dans la bouche. Et il y a toujours le pneumocoque qui peut surinfecter ces patients. Un peu plus rarement, on a le Pseudomonas aeruginosa, c'est généralement chez des patients qui sont déjà colonisés et chez des patients qui ont une BPCO évoluée. Le traitement, il est symptomatique, ça les pneumologues vous expliqueront mieux que moi, mais en gros, c'est un peu de corticothérapie, bronchodilatateur et de la kinérespie pour essayer de cracher le plus possible. L'antibiothérapie, elle est indiquée que si le patient il est vraiment dyspnéique, si lui vous dit j'ai du mal à respirer, et a fortiori si vous avez un patient polypnéique. Pour un patient qui va être dyspnéique juste à l'effort, on peut se contenter d'un traitement par augmentin ou une C3G ou encore une fois une fluoroquinone antipneumococcique.
Si le patient est très dyspnéique et expectoire franchement du pu. Si votre patient est plus grave, donc dyspnéique au moindre effort ou même au repos, vous ne posez pas de questions, c'est un critère de gravité, vous débutez l'antibiothérapie, que ce soit de l'augmentin ou une C3G ou une fluoroquinolone. L'intérêt de l'augmentin ou de la C3G, c'est de couvrir en priorité l'hémophilus, qui est le germe qu'on retrouve un peu plus fréquemment chez ces patients. Il faut faire attention, c'est que l'hémophilus, il peut avoir naturellement une pénicillinase, donc il hydrolyse assez facilement l'amox et même l'augmentin. Surtout en ce moment, ce qu'on voit sur nos prélèvements, c'est qu'on a des hémophilus qui sont, je crois, c'est 40% de résistance à l'augmentin. Donc, on privilégierait plutôt, surtout pour les personnes que vous hospitalisez, une C3G où on est un petit peu plus sécure. Est-ce que vous avez des questions sur l'exacerbation de BPCO, des choses qui ne sont pas claires? Non, en sachant que la bronchite simple, on est d'accord, c'est pas de traitement. Hein. C'est pas de traitement, non. Effectivement, ça, je ne l'ai pas mise. Mais effectivement, bronchite, laryngite, pas de traitement. C'est traitement symptomatique et réévaluation 48-72 heures si ça ne va pas, préférentiellement chez le médecin traitant, pour éviter d'emboliser les urgences. Mais effectivement, pas de traitement. Et ben, ma diapo finale, en gros, les 4 messages, c'est pneumopathie bactérienne. Il faut toujours que vous pensiez à couvrir le pneumocoque. Encore une fois, on vous en voudra jamais de mettre une C3G par excès. Bien connaître vos scores de gravité parce que ça vous facilite la vie sur l'orientation de vos patients et ça vous facilite la vie aussi sur le choix d'antibiothérapie, ce qui permet de faire la liaison avec la bithérapie si forme grave. Si forme pas grave, une monothérapie de pétalactéine, ça suffit. Et comme vous l'avez vu, il n'y a pas d'élément biologique ou radiologique qui est très discriminant, notamment entre les différentes bactéries, entre bactéries, virus, ou même entre eux, on voit beaucoup d'OAP. Donc c'est la clinique. Il faut examiner vos patients de la tête aux pieds, essayer surtout de les interroger ou interroger la famille pour refaire une analyse assez précise. Parce que mine de rien, on arrive quand même à rattraper pas mal de diagnostics grâce à ça. Et c'est tout ce que je voulais vous raconter pour ce soir. Est-ce que vous avez des questions qui vous sont venues ou est-ce que vous avez faim et vous êtes fatigué? Moi, je vais avoir des petites questions. Attends. Alors, le timing de l'antibiothérapie en urgence et aux urgences, il faut la faire le plus tôt possible quand il y a des éléments de gravité. Effectivement. Moins de 3 heures, on dit, c'est ça? Moins de 3 heures. En gros, il faut que le patient, entre le début des symptômes et l'antibiothérapie, il faut qu'il se passe moins de 24-48 heures sur les formes graves. Donc, effectivement, dès que votre patient il arrive, vous faites un diagnostic de pneumopathie grave, vous le prélevez et vous débutez les antibiotiques. Ok. Donc, il faut bien faire l'antibiotique, je le rappelle, avant de monter dans les étages, parce que quand on le prescrit, si la première dose n'a pas été faite aux urgences, effectivement, souvent, elle est faite avec beaucoup de retard. Le fait que le matin, quand les médecins du service viennent ou que nous on passe, quoi. Deuxième chose, on a encore des tuberculoses qui, certes, ne se présentent pas de la même façon, mais qui peuvent être des diagnostics différentiels. Effectivement, on a ça et des pneumocystoses de temps en temps qui permettent encore de découvrir. On en a parlé, le VIH, mais devant une pneumopathie interstitielle, un malade notamment qui vient de... c'est un peu de racisme ordinaire, mais effectivement, un patient en général migrant, généralement sans couverture sociale, qui vient pour une pneumopathie. Alors si l'interrogatoire est possible, mais c'est des pneumopathies qui traînent à la pneumocystose, il dit qu'il est essoufflé depuis des fois plusieurs semaines, avec des patients qui sont généralement très asthéniques, très amaigris, parce que le VIH, ça veut dire que ça fait au moins plusieurs mois que ça évolue, c'est très catabolique, donc c'est des patients qui maigrissent très rapidement, avec un peu une discordance entre les gaz du sang qui vont montrer une hypoxémie assez profonde, et un patient qui cliniquement n'est pas si mal. Une radio et ou un scanner qui vont montrer vraiment un forme interstitielle bilatérale. Et alors, je ne sais pas si vous avez une trotte VIH aux urgences ou alors une sérologie VIH qui va bien sûr être positive. Et ben dans ces cas-là, c'est la pneumocystose. Et je pense qu'il est de bon ton que le réanimateur soit au courant dans ces cas-là.
Et c'est du Bactrim, du coup en curatif, 12 ampoules. Et un fibrolavage qui en général est organisé. Fibrolavage, ensuite une fois qu'ils sont hospitalisés, mais vous attendez pas ça, vous commencez le Bactrim même avant la fibro, c'est pas ça qui va négativer votre LBA. Et pour la tuberculose, c'est un petit peu la même chose. C'est pareil, c'est des patients qui viennent de zones endémiques, donc généralement l'Afrique subsaharienne. Quoique, je rappelle que l'Île-de-France est une zone endémique. C'est des patients qui vont décrire une altération de l'état général qui date de plusieurs semaines, avec le tableau typique, c'est l'asthénie, c'est les sueurs nocturnes, c'est de la toux et de la fièvre, une fièvre qui est plutôt nocturne. Vous pouvez bien évidemment avoir des hémoptylies, mais finalement, ce n'est pas si fréquent. Et avec une radio, vous allez voir, soit vous avez la caverne qui ressemble un peu à l'abcès pulmonaire que je vous ai montré, ou alors vous pouvez avoir le syndrome, ce qu'on appelle la lobite, c'est le syndrome interstitiel qui va être sur des foyers bronchiolaires sur un ou plusieurs lobes, évocateur de tuberculose. Dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à isoler effectivement vos patients, faire un isolement respiratoire. Faire un BK crachat, je pense que c'est compliqué aux urgences, mais en tout cas, il faut les hospitaliser et leur faire prescrire un BK crachat à faire le matin. Ou BK tubage, parce que souvent les BK crachats sont complètement loupés, on perd du temps. Ou un BK tubage. Alors, le problème du tubage, il faut que ce soit vraiment à 6 h le matin. 6 h du matin, un patient qui ne s'est pas assis ni levé, idéalement, parce qu'on va aller récupérer toutes les sécrétions que le patient a dégluties dans la nuit. Et ça à privilégier aussi chez les patients qui ne crachent pas. C'est possible d'avoir une tuberculose chez des patients non expectorants. Et la mise en isolement, parce qu'on a eu plusieurs cas de tuberculose qui sont restés plusieurs heures dans le couloir. Enfin, la mise en isolement sur l'histoire et l'aspect radiologique est vraiment indispensable le plus tôt possible. Effectivement, le plus tôt possible. Alors après, il faut quand même, pour qu'il y ait une contamination interhumaine, alors sachant qu'on est en ce moment, théoriquement, vous devez avoir un masque lorsque vous voyez le patient. Mais il faut, on dit 8 heures dans un endroit clos à une distance de moins d'1 mètre. Donc c'est pas non plus, la tuberculose va pas vous sauter dessus si vous voyez votre patient une demi-heure sans masque. C'est aussi pour rassurer un peu le personnel soignant qui des fois fait la prise de sang, machin. Mais effectivement, dès qu'il y a une suspicion, il vaut mieux isoler par excès un patient et s'excuser ensuite que ne pas l'isoler et qu'on découvre finalement que c'était très tuberculose alors que ça fait 3 jours qu'il est hospitalisé en médecine. Donc, il faut isoler par excès, on ne voudra pas. Ok. Eh ben, moi, c'est tout. Y a-t-il d'autres questions dans l'assistance? Non? Donc, vous repassez tous les jours UH Humédo pour les malades qui ont été hospitalisés. Tout à fait. Vous revoyez toutes les antibiothérapies, donc ça. C'est bien mis en place. Ouais. Et évidemment,